Bonjour Christian Lerue, donc aujourd'hui nous allons vous allez nous présenter votre chapitre qui s'appelle Le déclin de la civilisation industrielle. Ce chapitre, c'est un chapitre d'un ouvrage collectif avec 6 autres auteurs qui s'appelle 6 chemins vers une décroissance solidaire. Donc comme je le disais tout de suite, là, votre chapitre parle du déclin de la civilisation industrielle. Donc nous allons vous interroger justement sur les différents points. Alors, est-ce que vous pouvez nous exposer déjà dans un premier temps, en fait, quel était l'objet de ce chapitre? Alors, le parti qui a été pris, c'était de faire raconter par un professeur d'histoire dans une université en l'an 2100 les principales évolutions des sociétés humaines pendant le XXIe siècle. C'est-à-dire depuis, disons, 2000, 2010, 2017, jusqu'à l'année 2100. Et la trame de cette évolution est sous-tendue par, comme son nom l'indique, par un déclin économique généré par la raréfaction progressive des ressources naturelles. Alors, vous avez classé en fait votre analyse en peu de prospective autour de 3 grandes dates. 2020, 2025, 2025, 2055, et puis la dernière c'est 2050, 2100. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce que vous appelez la première secousse, 2020-2025? Oui, alors pour ce qui concerne les dates qui sont indiquées dans le chapitre, ce sont des dates approximatives. Nous ne sommes pas à 5 ans près, je dirais même nous ne sommes pas à 10 ans près. Ce qui compte, c'est de décrire l'évolution de l'organisation de la société face au déclin de ses ressources naturelles pendant le XXIe siècle, sur une période de 100 ans. Alors, il faut rappeler, n'oublions pas qu'on est dans une période d'une centaine d'années. Une centaine d'années, ça représente très très peu sur l'échelle du temps humain. Si on considère que la Terre est apparue il y a 4,5 milliards d'années, et qu'on rapporte l'échelle de 4,5 milliards d'années à une semaine, la civilisation industrielle, c'est 1/40e de seconde par rapport au début de la Terre. Donc, nous ne sommes pas effectivement à quelques années près. Il y a effectivement donc 3 étapes qui ont été pointées dans ce livre. C'est ce que j'ai appelé une première secousse, c'est-à-dire une période assez courte et pendant laquelle les gens commencent, les populations mondiales commencent à se rendre compte qu'on atteint les limites de l'approvisionnement en ressources fossiles et minérales, et que donc on va avoir un problème, cette fois très concret, qu'on ne pourra pas régler, pour ce qui concerne le mode de production industrielle. La deuxième étape, c'est la prise en compte de cette réalité et l'adaptation nécessaire, politique et économique, ce que j'ai appelé les 30 douloureuses, parce que ça se fait dans la difficulté en tout cas, dans la douleur peut-être pas forcément, mais très certainement avec une énergie, une mobilisation très importante de tous les individus et de la collectivité. Et puis la troisième étape, c'est qui nous amène à 2100, c'est la stabilisation vers un nouveau type de société qui ne sera plus une société de croissance, mais qui sera une société relativement stable que j'ai appelée techno-artisanale. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire dans la première partie, la première secousse, donc bon voilà, vous situiez, même si approximatif, autour de 2020-2025, bon voilà, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle doctrine politique qui va émerger? Alors, la nouvelle doctrine politique, c'est que les pays riches, aujourd'hui, sont des pays qui ne possèdent pas, pour l'essentiel, des ressources fossiles et minérales, et qui, de ce fait, vont devenir pauvres. Et que les pays pauvres qui possèdent les ressources minérales et fossiles, énergétiques, vont devenir riches. Et qu'il va falloir que les pays anciennement riches devenus pauvres et les pays anciennement pauvres devenus riches s'entendent
sur un ordre mondial si on veut que les sociétés humaines ne tombent pas dans le chaos et dans l'effondrement. Alors peut-être que on ne l'a pas dit je crois, mais ce serait bien quand même de préciser rapidement les prévisions, en l'occurrence des scientifiques, même s'il y a des controverses entre eux, sur la diminution des ressources non renouvelables, pour que les auditeurs aient quand même un cadre général. Ça part pas uniquement d'une spéculation, votre analyse. Oui, alors aujourd'hui on a des chiffres sur ce qu'on appelle les pics. Donc il y a les pics du pétrole, le pic du gaz, le pic du charbon, hein, les trois énergies fossiles principales. Et puis on a le pic des métaux, le pic du cuivre, le pic du fer. Le pic, c'est le moment où on a extrait plus de la moitié des réserves connues. Et le moment à partir duquel ce qu'on extrait, il reste moins à extraire que ce qu'on a déjà extrait. Et c'est la définition théorique du pic. Alors, pour donner une illustration, pour ce qui concerne le pétrole conventionnel, puisqu'on a aujourd'hui deux types de pétrole. Le pétrole conventionnel, c'est celui du forage vertical, on plante un tuyau et puis il y a du pétrole qui sort. Et le pétrole non conventionnel, c'est tous les pétroles qu'on va chercher d'une façon différente de celle que je viens de dire, c'est-à-dire soit avec la fracturation hydraulique, c'est-à-dire le pompage horizontal, ou alors des pétroles qu'on va chercher dans la mer, qu'on extrait des sables bitumineux par exemple. Eh bien, pour ce qui concerne le pétrole qu'on appelle conventionnel, tous les experts sont d'accord pour dire que le pic est atteint, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une production de pétrole conventionnel qui décline. La totalité du pétrole conventionnel plus non conventionnel est encore aujourd'hui stable parce qu'on a l'apport des pétroles non conventionnels. Donc voilà pour ce qui concerne ce qu'on appelle les pics. Après le pic, la production de la ressource est en déplétion. C'est-à-dire qu'on tire des quantités qui sont inférieures à la moitié des réserves connues. Je pense que pour redire ce que vous avez dit d'une autre façon, c'est qu'on sait globalement que les réserves en pétrole, donc en énergie non renouvelable comme l'uranium, le pétrole et aussi les métaux, donc on utilise les charbons, enfin le charbon ça peut être un peu plus long, mais en tout cas pour cela, dans 30 à 80 ans, selon les différents spécialistes, on devrait normalement avoir atteint le fond de la cuve, mais peut-être même et du coup la crise risque d'arriver bien avant d'arriver à la fin. Oui, alors il y a des tableaux concernant chaque ressource, pétrole, gaz, charbon, cuivre, zinc, etc., qui sont des extrapolations à consommation constante. C'est-à-dire que si on continue à consommer ce qu'on consomme par exemple en 2017, on va pouvoir dire il n'y a plus de zinc en 2025, etc., etc., etc. Alors les inconnus par rapport à ce plateau, c'est est-ce qu'on va continuer à tirer plus ou moins? A priori, c'est le plus qui est le pronostic le plus crédible, puisque la population augmente, certains pays accèdent à un niveau de vie supérieur. Toujours est-il que ce sont des réserves finies et que d'une façon ou d'une autre, sauf si on arrête de tirer dessus, on va arriver au fond du cul. Mais ce qui est important, et ce qui est la période déclencheuse de ce changement de paradigme économique, ça n'est pas le moment où on n'a plus de pétrole, par exemple, c'est le moment où on commence à ne plus en avoir suffisamment par rapport à la demande. Par rapport à la demande générée par les besoins de la production économique, industrielle. Donc là, c'est bien d'avoir resitué le cadre général, disons là, très concret, même si c'est un peu de la futurologie, mais ça va quand même vite arriver, et c'est assez scientifique. Et donc maintenant, on va reprendre donc le fil de votre réflexion justement sur le déclin de la civilisation industrielle et comment vous imaginez donc que ça va arriver. Donc la question que je vous posais, c'était la nouvelle doctrine politique. En quoi consistent ces différents principes? Alors le principe, c'est que, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça principe, mais à partir du moment où on a cette première prise de conscience des populations que la civilisation industrielle ne va pas pouvoir continuer, on a un choc psychologique qui, choc psychologique par rapport à un questionnement sur le mode de vie des gens, et un choc politique, c'est-à-dire l'organisation politique qui a
prôné la croissance et qui a mis en avant la croissance comme solution à tous les problèmes, chaque fois qu'il y a une revendication sociale, chaque fois que les populations sont demandeuses d'une amélioration dans quelque domaine que ce soit, la réponse du politique, ça a été la croissance. À partir du moment où les populations se rendent compte que la croissance n'est techniquement plus possible, je dirais presque physiquement plus possible, ça crée un vide politique, ça crée un questionnement politique, et les cartes sont ainsi complètement rebattues. On a une situation complètement nouvelle. Et qu'est-ce que vous appelez donc justement ce nouvel ordre mondial qui pourrait s'instaurer à ce moment-là? Alors, on a imaginé, dans ce chapitre, que la seule façon pour gérer une situation de pénurie grandissante dans ce qui constitue le carburant de la civilisation industrielle, c'était que tous les pays se réunissent et discutent et traitent le problème ensemble. Parce qu'il y a, tout le monde le sait, une répartition totalement aléatoire des ressources naturelles dans le monde. Comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart des pays pauvres sont riches en ressources naturelles et la plupart des pays riches sont pauvres en ressources naturelles. Et on ne peut pas imaginer qu'une gestion, en fait, de la pénurie puisse se faire par un pays isolément et pas non plus par l'ensemble des pays, chacun dans son coin. Donc, on a imaginé là que les hommes allaient être raisonnables et qu'ils allaient se réunir. On a aujourd'hui des grandes conférences mondiales sur le climat, puisque la grande cause d'aujourd'hui c'est le climat. Alors, je pense que la prise de conscience de la pénurie en ressources naturelles va éclipser le questionnement sur le climat, parce que c'est considéré par les populations comme quelque chose de beaucoup plus vital. Donc, la nécessité, l'urgence à se réunir tous ensemble, pays consommateurs et pays producteurs, certains pays étant à la fois consommateurs et producteurs, une minorité, mais il y en a quelques-uns, pour se dire comment est-ce qu'on va gérer cette pénurie progressive et la pénurie allant en croissant, elle par contre, des ressources naturelles. Comment on fait? Voilà l'idée. Comment vous pensez que ça va se mettre en œuvre justement? Alors, le scénario qui a été imaginé, c'est que une grande conférence mondiale sur l'énergie allait être mise en place et que les pays producteurs et les pays consommateurs allaient s'entendre sur une gestion pendant 20 ans, puisque aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure des projections sur les pics, on a à consommation constante, on a une moyenne des pics qui peut être estimée une vingtaine d'années. Donc, pour ce qui concerne les principales ressources qui sont les ressources énergétiques, pétrole, gaz, charbon, cette grande conférence a eu pour objectif de réguler la consommation mondiale de ces trois grandes ressources avec un échéancier sur 20 ans comportant des quantités et comportant une grille tarifaire, les tarifs étant programmés à la hausse, mais une hausse prévue à l'avance, l'objectif étant de ne pas dépasser 2,5 de hausse sur les 20 ans. Donc ça ressemble donc un peu au fonctionnement, on pourrait dire, la planification telle qu'elle s'est faite, bon, d'ailleurs aussi bien en France, mais encore plus dans les pays soviétiques dans le passé. Oui, c'est une planification, et pour la première fois, une planification au niveau mondial de l'utilisation des ressources naturelles. Okay. Alors, si vous voulez bien, on peut passer à la deuxième phase, en tout cas, ce que vous appelez les 30 douloureuses, 2020-2055. Et juste peut-être avant, pour conclure le point d'avant, si j'ai bien compris, donc cette première phase, la première secousse, c'était donc
la fin de la politique de croissance pour la croissance comme solution à tous nos problèmes. Et on choisit donc cette fois-ci, enfin on est contraint, en tout cas c'est l'option qui est choisie, de développer un rationnement des ressources plutôt qu'une croissance par les ressources. Donc dites-nous cette fois-ci en quoi consiste cette période suivante, les 30 douloureuses 2025-2055. Oui, alors il y a plusieurs éléments centraux, hein. Il y a l'élément déterminant qui est celui du rationnement. Parallèlement à cette programmation de quotas quantitatifs et de grille de contrôle des prix, il y a nécessairement un rationnement des ressources naturelles et par pays, chaque pays à l'intérieur de ces quotas est amené à gérer l'utilisation des ressources naturelles par les uns et par les autres. Alors, on a fait une simulation pour la France, puisque ça nous parle plus que pour les autres pays. Et donc ce rationnement a été décidé sur une base égalitaire. C'est-à-dire que le rationnement en énergie va être réparti de façon égalitaire par citoyens et non pas, on n'a pas pris en compte les entités de type entreprise. Une entreprise est composée d'un certain nombre de citoyens et c'est à ce titre-là qu'elle va pouvoir avoir un quota multiplié par le nombre de membres de cette entreprise. Mais je repense là, du coup je reviens un peu en arrière, mais vous avez opté en tout cas toujours sur l'égalité, la planification, donc une approche assez, pour dire socialiste ou communiste, mais c'est pas l'approche du tout actuelle qui sévit dans le capitalisme libéral. Quand il y a un problème de ressources, c'est plutôt d'abord la compétition pour les procurer, voire la guerre. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'on va plutôt aller vers un système, on va dire, en tout cas en partie socialiste ou communiste, de planification concertée, fondée sur l'égalité, et pas au contraire vers une prédation du plus fort, par le plus fort? C'est un parti pris sur la sagesse humaine. C'est-à-dire qu'en situation d'approvisionnement contraint, le scénario catastrophe, c'est le chacun pour soi, c'est pourquoi pas l'accaparement par la force des gisements. Bon, c'est un scénario qu'on peut imaginer très facilement. Ça m'a semblé plus intéressant de voir comment est-ce qu'on pouvait mettre en place un scénario basé sur la sagesse humaine. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce que vous appelez le capitalisme fragilisé par rapport à ça? Eh bien, le capitalisme, face à une planification et un rationnement rendu nécessaire par la réalité physique et alimenté par la sagesse humaine, le capitalisme ne peut plus fonctionner. Ok. J'espère, si ça arrive, que ça partira dans cette direction, mais je suis un peu plus pessimiste, mais il faut essayer d'avoir de l'espoir. D'ailleurs, c'est un petit peu l'objet de vos recherches. Ensuite, vous nous parlez justement de ce que vous appelez la fonte des grosses boîtes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, alors, le capitalisme est fondé essentiellement sur la production industrielle croissante. Et cette production prend de l'ampleur avec une organisation de production nécessitant des ateliers avec de nombreuses personnes et de répartition du travail. À partir du moment où on a une économie qui a de moins en moins de ressources naturelles, le système de la grande industrie va décliner lui aussi et va se rapprocher de l'artisanat qui était en vigueur au XVIIe siècle avant que la civilisation industrielle prenne le dessus. Donc ce que j'appelle ces grosses boîtes, c'est la grosse entreprise, l'entreprise monopolistique, multinationale, avec beaucoup de personnes, ayant des ramifications dans tous les pays. Ce système d'entreprise ne va plus être possible, tout simplement parce qu'on a de moins en moins de grosses industries. Et donc ces grosses sociétés... À cause du manque de ressources? À cause du manque de ressources, oui. Parce qu'on peut imaginer qu'on concentre le peu de ressources dans quelques grosses industries plutôt que dans beaucoup de petites.
Alors, il y a un point que vous n'avez pas abordé, qui est que parallèlement à ce rationnement, tous les secteurs de la grande industrie étaient nationalisés. C'est-à-dire que l'État, la collectivité, allait gérer au mieux, c'est le principe de subsidiarité. On a pensé que une collectivité était plus à même de gérer une problématique globale qu'un ensemble d'individualités. Donc, toute la grande industrie, bon, les ressources naturelles, c'est-à-dire le pétrole, l'industrie pétrolière, la pétrochimie, le charbon, mais également la grande industrie sidérurgie, construction automobile, navale, aérospatiale. Et parallèlement, le secteur non géré par le public se retrouve privé de l'essentiel des ressources naturelles, puisqu'elles sont utilisées par le service public marchand, et les PME deviennent de plus en plus petites, il y a une atomisation, il y a une dissémination des entreprises qui éclatent et qui deviennent une multitude de petites entreprises individuelles. Donc dans votre système de planification publique, on va dire, on pourrait qualifier ça d'un système socialiste dans la mesure où il y a une part de planification publique et de nationalisation et encore un marché de petites entreprises privées. Oui, alors voilà, j'emploierai pas le mot socialiste, hein, je préfère le mot de collectiviste. Il y a la collectivisation de tout ce qui en fait utilise les ressources naturelles, puisqu'on a un problème avec les ressources naturelles, et c'est toujours l'application de ce principe subsidiarité, c'est géré par le collectif. Tout ce qui n'a pas besoin ou très peu de ressources naturelles est géré par le secteur privé sous forme de petites entreprises disséminées, un réseau, un tissu très très dense de petites entreprises individuelles, ou avec 2 ou 3 personnes seulement. C'est vrai que la limite du terme collectivisme, c'est qu'il n'y a plus de marché souvent sous ce terme-là. C'est pour ça que j'utilisais socialisme, qui couple planification collective et liberté du marché. C'est ça un peu. Enfin, il y a différentes formes de. Oui, mais c'est effectivement la coexistence avec un marché collectivisé, le marché de production de biens qui utilisent des ressources naturelles, qui cohabitent avec un tissu d'entreprises qui fonctionnent en libre concurrence. Un marché public et un marché privé, quoi. Un marché public et un marché privé. D'accord. Sur la fin de cette période de 2025-2055, vous nous dites qu'il y aurait un retour du charbon, selon vous. Oui, mais ça, le retour du charbon, il est prévu aujourd'hui par tous les analystes, puisque le pétrole a une durée de... Enfin, les réserves connues, et maintenant pratiquement tous les territoires de la planète ont été sondés, donc on est à peu près sûr de ce qu'il y a dans le sous-sol. Les réserves en charbon sont beaucoup plus importantes que les réserves de pétrole. Il y a un autre paramètre important, c'est qu'on consomme beaucoup plus de pétrole que de charbon, ne serait-ce que tout ce qui concerne les transports c'est le réseau veineux de la société industrielle, transport privé, mais également transport routier, les camions, les transports aériens, les transports maritimes, ça utilise le pétrole. Donc le pétrole va manquer assez rapidement. Par contre, le charbon, lui, se trouve en quantité assez importante encore, notamment en Russie, en Chine et aux États-Unis, comme par hasard. Les trois grands pays. Et on ne peut pas imaginer que on va laisser le charbon dans la terre, ce qui reste de charbon, sans aller le chercher. Et donc on a déjà de toute façon des exemples dans un certain nombre de pays. Prenons l'Allemagne, qui vient d'arrêter, enfin de ralentir temporairement, probablement temporairement,
son industrie nucléaire et qui a remis en service la production notamment d'électricité par le charbon. Donc on peut s'attendre, tous les analystes aujourd'hui pronostiquent que il va y avoir un retour du charbon, parce que le charbon, pourquoi on dit un retour? Parce que le charbon, ça a été le début de la civilisation industrielle, hein, notamment en Angleterre. Les États-Unis ensuite ont supplanté l'activité industrielle parce qu'ils ont découvert le pétrole et qu'ils en avaient beaucoup, mais on pronostique aujourd'hui un retour du charbon qui viendra terminer les besoins en énergie après le pétrole. Selon vous, quelle serait la durée du retour du charbon? Pendant combien de temps on va relancer la machine avec du charbon? Bon, là, on est dans la futurologie technique et scientifique avec des paramètres qui ne sont pas tous connus. Mais on avance des chiffres de l'ordre de 80 ans. Mais 80 ans en consommant le charbon comme le consomme maintenant. Si le charbon doit remplacer le pétrole, enfin remplacer, essayer de faire ce que fait le pétrole, ça veut dire qu'on va essayer de faire de l'essence avec du charbon. C'est le CTL, le Coal to Liquid, ce qu'avaient fait les Allemands, d'ailleurs, pendant la guerre, lorsqu'ils n'ont pas pu atteindre les gisements de Bakou suite à Stalingrad, et qu'il fallait quand même alimenter en essence les Panzers, et donc comme ils ont beaucoup de charbon, ils ont fait de l'essence liquide. Alors ça consomme beaucoup de charbon. Donc du coup, si on veut, aujourd'hui on consomme 90 millions de barils de pétrole par jour. Bon, si on doit remplacer ça par du charbon liquide, alors je ne sais plus, j'ai pas les chiffres, mais c'est certainement pas 80 ou 100 ans, comme la projection de la consommation actuelle donnerait, hein, mais je vois, c'est peut-être 3 ou 4 fois moins. Hein. D'accord. Alors donc on aborde maintenant la dernière partie de votre travail, la période 2050-2100 que vous avez nommée vers une société techno-artisanale. Est-ce que vous pouvez nous dire justement qu'est-ce qui va se passer dans cette période-là? Qu'est-ce qui pourrait se passer du moins? Oui, alors on l'a déjà un petit peu abordé, hein. Il y a une organisation politique. Bon, là on prend le cas de la France, hein. On est parti sur un rationnement qui était forcément issu d'une entente mondiale, mais on voit un peu ce qui peut se passer en France. On a déjà un petit peu abordé l'organisation mise en place à partir de la deuxième partie du XXIe siècle, à savoir un État qui devient un État gestionnaire de la pénurie, donc qui est mise à contribution, qui est mise au travail. Au lieu de pondre des lois pour encadrer l'activité des capitalistes, il se met à gérer des entreprises qui sont des entreprises de production, gestion de l'énergie et puis gestion de la production industrielle. On a déjà décliné tout à l'heure les types d'industrie que ça concernait, avec les bénéfices réalisés lors des ventes de ces produits aux citoyens. Il peut financer un service public gratuit composé de la santé, l'éducation et puis les missions régaliennes que sont la justice, la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Et parallèlement donc à ce secteur collectivisé qui s'autofinance, en fait, sans avoir besoin de recourir à l'impôt, on a un tissu de boîtes ayant fondu, comme on a dit tout à l'heure. Il n'y a plus de grosses sociétés, il n'y a plus que des petites entreprises, voire des entreprises individuelles, ou des entreprises individuelles qui travaillent entre elles en collaboration, en association libre. D'accord. Et vous nous parlez ensuite de l'émergence d'une nouvelle classe révolutionnaire. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, alors, la classe révolutionnaire, traditionnellement appelée révolutionnaire, c'est celle qu'a décrite Marx. Hein. C'est la classe qui a mis à bas
la monocratie pour installer la démocratie, enfin, que nous appelons plutôt l'oligocratie, c'est-à-dire le gouvernement par une élite, et non pas le gouvernement par le peuple. Toujours est-il que ce changement politique a été porté par une classe révolutionnaire qui était la classe des ouvriers et salariés. Bon, nous pensons que le choc économique produit par la prise de conscience et la réalité de cette raréfaction des ressources naturelles va générer une classe, enfin, va être portée par une classe de citoyens différente de la classe des ouvriers salariés qui a perdu son caractère révolutionnaire, puisque toute l'histoire du XXe siècle et le début du XXIe siècle montre que cette classe révolutionnaire est devenue une classe de nantis, entre guillemets, et portée beaucoup plus sur la revendication vis-à-vis de l'État, l'État étant toujours un recours par rapport à des besoins qui sont exprimés par cette classe. Et donc ce système de revendication entre une classe sociale qui aspire à avoir des avantages particuliers et une réponse d'un État tout-puissant va être modifié, puisque cet État tout-puissant est rétrogradé à une fonction d'État-serviteur qui gère des entreprises, et que la véritable force vive se trouve dans ce tissu atomisé de petites entreprises qui sont portées par cette classe que nous appelons la classe des travailleurs libres, qui sont, de par leur fonctionnement, habitués à réagir, à avoir une réactivité individuelle et une prise de risque beaucoup plus importante que les salariés qui, eux, ont été, pendant un siècle et demi, habitués à fonctionner en termes de revendication. Les choses étant devenues bien claires pour les citoyens, c'est-à-dire que l'État n'est plus l'État-providence, l'État n'est plus en mesure de fournir une croissance qui va générer des revenus suffisamment élevés pour qu'on puisse garantir des rémunérations à tout le monde, cette classe de petits producteurs, qui aujourd'hui est représentée déjà par les 2,5 millions à 3 millions de travailleurs indépendants, on pense que c'est cette classe-là qui va porter cette nouvelle organisation sociale. Vous décrivez un système où il y aurait donc à la fois une élite bureaucratique planificatrice d'un côté, et de l'autre un marché de travailleurs indépendants et de petites entreprises. Mais en quoi ça... Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? C'était le système d'avant, en fait, au début dans les périodes d'avant, mais qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau par rapport à cette phase d'avant? D'abord, je ne valide pas le terme d'élite bureaucratique. Hein. Il s'agit, disons, si je veux être dans l'autre excès, je dirais d'esclaves bureaucratiques. Donc ce sont des gens qui sont au service des citoyens et qui font fonctionner des services publics. Donc ce ne sont pas une élite. L'élite se trouve dans le collectif des tissus, donc des travailleurs indépendants. D'ailleurs, Marx lui-même, dans les projections qu'il faisait sur la société qui pouvait émerger après la dictature du prolétariat, qu'il ne considérait que comme une étape, après cette phase de dictature du prolétariat, on avait une phase d'association de travailleurs libres, de travailleurs indépendants, qui s'associaient en coopérative s'ils le voulaient, mais chacun étant indépendant de son travail. Donc cette grande nouveauté, c'est que les individus qui économiquement prennent leurs responsabilités deviennent la cheville ouvrière, l'élément central de l'organisation sociale. Alors qu'aujourd'hui, l'élément central de l'organisation sociale, ce sont les gens qui sont salariés des grosses superstructures.
Alors comment est-ce qu'ils exercent leur pouvoir dans la mesure où le système il est assez bureaucratique, c'est une planification? Oui, mais encore une fois, il ne s'agit pas d'une élite bureaucratique, Mais il s'agit les d'un... travailleurs indépendants exercent Voilà, les travailleurs l'influence? indépendants exercent, alors c'est assez peu détaillé hein, dans ce chapitre, dans ce petit texte, hein, mais ces travailleurs indépendants exercent leur pouvoir dans le cadre d'une démocratie directe, une démocratie très très décentralisée, avec des assemblées locales disséminées sur l'ensemble du territoire, et ils sont en mesure de contrôler les actions, enfin disons les résultats, puisque les mandataires du service public qui ont en charge de faire fonctionner la sidérurgie, la chimie, l'industrie automobile, etc., doivent rendre des comptes à chaque fin d'exercice. Ils doivent montrer qu'ils sont capables de faire des bénéfices pour pouvoir financer les secteurs gratuits que sont la santé, l'éducation et les fonctions régaliennes. Et l'ensemble donc des acteurs citoyens, puisque là, c'est même plus le terme privé qui convient, mais l'ensemble des acteurs citoyens, chacun exerçant son activité de façon autonome et responsable, sont en capacité, par le biais de la consolidation des décisions émanant des assemblées locales, de contrôler, de révoquer ou de sanctionner les gestionnaires des secteurs publics. D'accord, donc si j'ai bien compris en fait l'évolution de votre système général, c'est qu'après la phase, moi je vais utiliser mes mots, hein, c'est pas forcément les vôtres, mais en tout cas, de socialisme d'État, où c'est essentiellement la planification qui commence à rationner le manque de ressources, on arrive dans une deuxième phase qui serait plus socialisme fédéraliste ou un socialisme libertaire, avec un pouvoir ascendant, donné par la démocratie directe et donc enfin, une régulation fondée sur la démocratie directe, et qui permettrait donc de réguler l'économie, cette fois-ci non plus de manière descendante par l'État. C'est ça en fait. Oui, voilà, c'est pas de façon descendante. Alors l'État, disons, les mandataires, les fonctionnaires, ceux qui aspirent au poste de mandataire, ce sont eux hein, qui proposent des modes d'action. Ces modes d'action sont choisis ou pas par les citoyens lors des votations qui désignent les mandataires. Mais ils sont responsables devant les citoyens de l'atteinte des objectifs qu'ils ont pronostiqués. Et donc est-ce que c'est ça que vous appelez justement la naissance d'un nouvel ordre socio-économique mondial? Oui, alors on a imaginé que ce modèle économique hein, qu'on illustre avec la France allait évidemment être adopté par tous les pays. Oui, c'est ça le nouvel ordre économique, à savoir que l'État devient un État serviteur et non pas un État tout-puissant, et que le citoyen est le véritable initiateur et le véritable fabricant des règles qui encadrent le fonctionnement de la collectivité, et que les citoyens ont le contrôle sur les résultats de l'activité de l'État serviteur. Ok. Bon. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi votre approche est un peu différente des autres courants de la décroissance, en tout cas dans le cadre de ce livre? Oui, dans le cadre de ce livre, effectivement, la description que je fais du déroulé du XXIe siècle est assez différente de ce que proposent mes autres confrères. On est là dans le cadre d'une approche que je qualifierais d'hétérodoxe par rapport à l'explication généralement donnée de ce qu'est la décroissance. Nous sommes dans une décroissance de type bioéconomique, une décroissance subie, une décroissance rendue obligatoire par l'adaptation à
un approvisionnement contraint en ressources fossiles et minérales. Et de ce fait, je me situe directement dans la lignée des travaux de Nicolas Georgescu-Roegen, qui a été le premier, à partir des années 70, à parler de décroissance. Et il en a parlé à partir d'une approche physique, notamment à partir des lois de la thermodynamique et du principe de l'entropie qu'il a contribué à rendre beaucoup plus accessible auprès du grand public, plutôt que dans le cadre d'une approche de la décroissance de type culturel, comme peuvent le développer les autres collègues dans ce livre.